et go. Salut tout le monde, c'est Julien, bienvenue sur The First Pitch, le podcast 100% MLB des équipes de The Free Agent. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouveau conseil de classe. On va attaquer la dernière division de l'American League. On va vous parler donc de l'AL East. Pour m'accompagner aujourd'hui, on a le plus gros bras de The Free Agent, l'homme qui aurait pu avoir une carrière très solide, mais bon, ligament collatéral du coude, tu connais. Il va sans doute ouvrir un jour son académie de pitching. Je l'ai nommé Jérémy Degrom. Comment tu vas, Jérémy ? Bonjour, bonsoir. Ah oui, j'avais mis Jérémy Degrom l'autre jour sur notre logiciel d'enregistrement. Mais là, je m'ai mis Jérémy Duran, pardon. Pourquoi Jérémy Duran? Parce qu'on est en plein dans l'American League Est et donc l'équipe où il y a Boston. Voilà, un joueur que j'apprécie particulièrement. On va en parler tout à l'heure. Bienvenue pour ce conseil de classe en tout cas, cher professeur principal. Ah oui, c'est vrai, toujours. Je te propose, moi, ça va être un podcast assez chargé parce qu'il y a énormément de choses à dire. On s'est retrouvé avec énormément de choses en préparant ce podcast. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence direct et on va commencer avec les leaders, les vainqueurs, les champions de cette AL East et aussi finalistes malheureux des World Series. J'ai nommé les New York Yankees. Une petite introduction générale, les New York Yankees ont commencé la saison de manière tonitruante avec un mois d'avril, mars-avril, mai, début juin, super. Puis après, une équipe qui est un peu rentrée dans le rang, qui s'est qualifiée avec une première place solide en American League, qui a passé son premier tour de play-off contre les Royals et qui a été un peu accroché, certes, mais qui est passé. Ensuite, accès à la Championship Series contre les Guardians, victoire, encore une fois. Un match seulement accroché, un deuxième un petit peu, mais sinon, ils sont passés, je pense, au mental. Et enfin, je ne vais pas vous faire le résumé des World Series, mais les World Series contre les Dodgers, je vous invite à écouter notre podcast qu'on a fait à la suite de ces World Series qui vous résume tous les matchs. Donc voilà. Donc moi, ce que je propose, comme d'habitude, Jérémy va nous proposer ses points positifs et puis ses points négatifs. Et moi, je vais compléter et voir un petit peu débattre sur ces points. Voilà, je te laisse la parole, Jérémy. Bien sûr. Merci, cher professeur. Alors, les Yankees, voilà, comme vous l'avez dit et comme tu l'as dit, Julien, au début, dans ta présentation, une saison régulière tambour battant, une saison quasi parfaite en victoire par mois, point culminant, mois de mai, avec 75% de victoires, où ils ne prennent que 73 runs pour 135 inscrits. Vraiment, on s'est dit, bon, les Yankees, on va sûrement les retrouver au mois d'octobre. Un breaking news, on l'a su cette nuit, vous l'avez sûrement lu aujourd'hui dans The Free Agent sur l'appli ou sur le site. Aaron Judge, MVP à l'unanimité. Voilà. Et là, ce qu'on va parler, c'est la bromance entre Judge et Juan Soto. Implacable en saison régulière. Alors, honorifiquement All-Star, effectivement, et Silver Slugger dans le carnet, donc dans le dernier carré pour les deux, donc entre Judge et Soto. Soto a terminé 3e pour le titre d'MVP. Rien ne les arrête. En termes d'ISO, en termes de run created, Judge est leader MLB dans plusieurs stats. En WAR, en home run, en points produits, en présence sur base, en slugging et en OPS. Je voudrais prendre par exemple les statistiques ISO. Donc en fait, ça isole que la partie, on va dire, force et pouvoir en gros. Judge est à 379 en saison régulière, ce qui le place au-dessus de Gret. Si vous prenez le petit livre de Anthony Castrovince, qui est columniste pour le site mlb.com, il a fait ce livre et justement au-dessus de Gret, il y aura Aaron Judge bientôt.
Ce qui fait exploser cette statistique, c'est les home runs, 58 cette saison régulière et en extra base hit à 95 pardon. Voilà. Soto l'a suivi également, une acquisition quand même pas trop mal dans l'outfield. On va voir ce qui va se passer la saison prochaine avec lui. Point positif, Anthony Volpi, sur les traces de Derek Jeter, bien sûr. 23 ans, un des postes en infield les plus importants. Une année sophomore pour lui. Il a joué 160 matchs en saison régulière à ce point, pour 810 000 $ annuels. Une très belle affaire pour New York. Un public conquis par ce joueur qui est, on va dire, qui reste dans les traces de Derek Jeter. Et surtout avec une meilleure défense. Excuse-moi, je te coupe, mais il a Oui. été nommé pour les Gold Gloves. Alors les Gold Gloves, ça vaut ce que ça vaut, mais ça récompense quand même une bonne défense. Et ça, c'est plutôt pas mal. Les Gold Gloves, c'est quand même pas l'école des fans. Voilà, il y a quand même il y a quand même une moyenne, une note. Voilà, tu vois, pas les All-Stars, quoi. Si on prend l'exemple. Exactement. Ensuite, on continue avec les titres. Là, vous l'avez lu aussi cette semaine, avec les Rookie of the Year. Et là, on a eu Luis Gil, le starting pitcher dominicain, élu par l'Association des écrivains en sport de baseball aux États-Unis. Revenant d'une convalescence d'une opération de Tommy John en 2023, il a su se montrer conquérant et en se faisant une place dans la rotation. 29 matchs, une carte de 15 victoires, 7 défaites avec un ERA à 3,50 et un batting average à 189. Luis Gil, tu l'avais noté, tu l'avais déjà dit dans des podcasts précédents, voilà, c'est un joueur qui a su nous étonner. Et vraiment, là, cette année, c'est la consécration pour lui. On l'a vu là sur le fait de fêter ça avec sa famille. C'était très émouvant et il mérite vraiment. Au niveau de la relève, il y a quelques noms aussi. Clay Holmes et Luke Weaver, solides en régulière. Un rôle inversé en post-season où Weaver était à la conclusion, 4 sauvetages, et Holmes à la relève avec 5 holds. Voilà. Ouais, Weaver qui a été replacé en tant que closer. Le parcours en post-season, pour moi, est quand même positif. Ils jouent quand même les World Series, donc ils ont quand même gravi les étapes. Voilà, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Et surtout contre le rival de la côte ouest, Los Angeles. Dernier point sur l'aspect post-season avec un joueur clutch, le Playoff Stanton. Voilà, si vous avez vu 5 majeurs sur Netflix, il appelle Playoff LeBron, c'est ça? Ou Playoff James, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, on a Playoff Stanton. MVP de la Championship Series, il a inscrit 7 home runs, 16 points produits et un ISO, comme on le parlait tout à l'heure, à 436. Donc une pleine puissance pour lui. Il est présent dans les grands rendez-vous. Alors, rien que sa ligne de statistiques en post-season en dit long. En 41 jeux, donc 41 matchs dans sa carrière, il a une moyenne au bâton à 26% avec 40 hits, 18 home runs, 40 points produits et 25 points inscrits. Voilà pour les points positifs et le fameux playoff Stanton. Ouais. Écoute, moi, tu vois, je rebondis tout de suite, j'enchaîne, mais tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, la puissance de frappe, la puissance offensive, c'est ça qui a été à noter chez les Yankees cette année, notamment avec Judge et Soto. Judge qui a fait une saison de métronome, on va dire. De toute façon, les stats que tu as présentés, donc le run created et l'ISO. Alors, il faut savoir que l'ISO, ça mesure uniquement la puissance. Et quand vous avez un ISO qui est supérieur à 200, vous êtes parmi les meilleurs. Au-delà de ça, après, derrière, on a eu l'émergence des jeunes qui était un peu inattendue. Donc, Volpi, Louis Riel, on en a parlé. On en reviendra aussi parce que ça fait partie aussi des points négatifs, mais ça, on y viendra après. Le retour de Garrett Cole, moi, je le mettrais aussi dedans parce que ça n'a pas été si mal que ça, finalement. Derrière, je peux mettre aussi Austin Wills qui a quand même fait des playoffs assez solides, malgré tout. Jean-Charles Stanton, égal à lui-même en playoff, en tout cas. À noter aussi qu'on a retrouvé des Yankees, enfin, on les a retrouvés en World Series. On a eu un Yankee Stadium un peu timoré au premier match, mais surtout, on a eu une ambiance de folie dans le Game 4. Et ça,
et ça fait partie des points positifs aussi, il faut le dire, parce qu'un public qui vous soutient et qui vous pousse dans ces moments-là, on sait que le Yankee Stadium, c'est une aller jouer Un là-bas chaudron. quand c'est les playoffs, voilà, c'est juste un joueur supplémentaire et c'est quand même difficile d'aller jouer là-bas et avec ça. Quand on est discipliné au niveau du public, je rappelle. Ouais, mais peu importe, mais c'est ça aussi qui fait. J'ai envie de dire, c'est bête à dire, hein, mais c'est ça qui fait aussi le charme de ce Yankee Stadium. C'est que il y a des fans qui sont très cons, disons-le, et c'est un stade qui est connu pour ça. Là, on a vu des choses, en effet, dans l'outfield, mais sachez que si vous vous retrouvez peut-être sur les places les plus chères derrière le marbre, vous allez avoir, et que vous êtes un frappeur adverse, vous allez vous prendre toutes les insultes possibles et inimaginables. Et on va vous rappeler tous les bons souvenirs de votre enfance et tous les dossiers, on va vous les ressortir. Voilà, ça vous met un peu l'ambiance. On va passer au point négatif, si tu veux bien. Oui. Il y a quand même du négatif. On l'a vu, en termes de pourcentage victoire tout au long de la saison, il y a un mois à oublier, c'est le mois de juillet. Pourquoi? Manque de carburant, peut-être qu'ils ont tout donné jusque-là. En tout cas, une moyenne de victoire en dessous des 500, donc des 50%. Voilà. J'ai relevé quand même une défense à travailler pour moi, avec deux des postes clés. Le second de base avec Gleyber Torres et quand même avec Volpi, on le disait, même avec le Gold Glove, qui a eu quelques quand même erreurs, tous les deux, 34 erreurs avec une moyenne au fielding à 97%. Pas terrible. Voilà. Pour, surtout le second de base et l'arrêt court, ils doivent être coordonnés tous les deux. La communication est la clé. Voilà pour ça. La free agency, un trou béant à prévoir. Je sais que vous, cher professeur principal, sur le Discord communautaire, vous avez mis une question qui était vraiment du bon sens. Voilà, Juan Soto, Verdugo sur le départ. Avec un gros nom comme Soto, voilà, il y a moyen pour les Yankees de pouvoir réaliser de très bonnes affaires pour se créer un outfield solide, et même un petit Ouais, peu d'infield ou un petit peu de pitching. mais Mais le trou, il restera gros. Et ce n'est pas avec Oswaldo Cabrera ni Grensham et d'autres joueurs utilitaires que la sérénité va s'installer dans le champ extérieur. En infield, on a Rizzo et Gleyber Torres également sur le départ. Voilà, 4 joueurs de position en espérant que le front office recrutera intelligemment, je l'espère. Attention à Clay Holmes, closer, qui est sur le départ également. Dernier point quand même. Judge est quand même MVP. Je ne l'enlève pas, c'est sûr. Mais l'aura du capitaine en post-season, il est parti en vacances. Voilà. transparent. Mm. Ouais, bah écoute, je suis assez d'accord. Moi, je vais rajouter plein de points négatifs encore, comme un bon fan des Yankees presque. Non, il y a eu des problèmes défensifs, il y en a eu beaucoup, ça on le sait. Il y a plein de trous dans cet effectif en fait. Déjà là, l'effectif n'était pas équilibré, je trouvais. C'était complètement déséquilibré parce que derrière Judge, Soto, Stanton, qui pendant la saison régulière n'a pas été, lui, régulier. Il manquait derrière en fond d'alignement, c'était compliqué. Il y avait DJ LeMahieu, mais il s'est blessé, donc après on l'a pu. Anthony Rizzo, c'était pas l'assurance qualité. Derrière ça, Gleyber Torres, malgré ses problèmes défensifs, il a quand même montré pas mal de bonnes choses au bâton. C'est le troisième meilleur Yankees dans les stats. Il colle un peu derrière. Alors, il est un peu derrière les deux extraterrestres que sont Soto et Judge, mais il n'a pas été mal. Il a un OBP qui est plus que correct à 32,5, je crois, je ne sais plus. Bref. Derrière, moi, ce que je retiens, c'est surtout l'effondrement de l'effectif après juin. Et après juin, ça a été une équipe, j'ai envie de dire, plus que normale, entre guillemets. Quand je dis normale, ça a été un rythme de croisière. Et mais j'en veux pour preuve, c'est les résultats à l'intérieur de la saison, enfin intra-division, où les Yankees, en fait, si on prend les résultats intra-division, ils n'apparaissent que deuxième ex aequo avec les Red Sox. Les premiers, avec 64% de victoires, sont les Baltimore Orioles. Et les Yankees ont d'ailleurs un bilan négatif face aux Orioles.
Donc, c'est pas ce qu'il y a eu de mieux, cette saison, on va dire, en intra-division. Cette deuxième partie de saison, elle a été très difficile. Ils ont un bilan qui les rapporte à un pourcentage de victoire qui est proche des 50, entre 52 et 54, ce qui, pour vous donner un 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 ordre d'idée, si on classe, l'équipe, on va dire, à partir de cette mi-juin et on prend tous les résultats de toutes les équipes, eh ben, ça vous met une équipe qui se qualifie même pas pour les playoffs, qui est au niveau des Twins, par exemple, qui se retrouve, je sais plus qui j'avais, je m'étais amusé à faire le classement, mais en gros, on a une équipe qui est dans le milieu de tableau, pas forcément, ce qu'on attend, d'une équipe, prétendante au titre, en fait. Et je trouve que l'effectif était peut-être moins bon, pardon, que, que les effectifs précédents chez les Yankees, depuis ces 2 dernières années. Je l'ai trouvé moins complet. C'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais je l'ai trouvé moins fort. Autre chose, ouais, c'est toutes les postes, cette free agency, mais ça, on va y revenir, je pense, derrière. Ce qui m'en gêne aussi, c'est qu'ils ont un farm system qui est très léger et pour la suite, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué à mon sens pour eux de voir l'avenir, s'il y a des soucis, en termes de blessures, et cetera. Donc voilà pour moi. Maintenant, je te demanderai ta note. Alors, je les ai notés pas trop sévèrement, mais quand même, une note de B-. B-, pourquoi? Alors, ils sont champions de la division, OK. Ils se sont frayés un chemin en post-season pour arriver en World Series, c'est sûr, point. La gestion des partants a été délicate. La rotation a fonctionné avec 2 partants. Imaginons avec un Gerrit Cole rétabli à 100%, un Stroman dans les bons jours. Voilà, ça aurait pu être mieux. Le moins s'explique aussi par sur les prospects, hein, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, pas terrible. Hein, aujourd'hui, Jason Dominguez qui est en une année monté de la simple A à la MLB en jouant 18 matchs avec la MLB, un poil juste, mais je suis persuadé qu'il sera là l'an prochain en renfort dans l'outfield. Et le reste, aucun autre joueur en va être dans les prospects dans le top 100. Donc ouais, ça c'est sûr que ça va être compliqué, voilà, pour donc déjà cette année et pour l'année prochaine. Voilà pour moi le B-. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi j'ai mis B- aussi. Mm. Parce qu'il y a du positif, c'est les 94 victoires quand même, Bien sûr, l'apparition en World champion de Series. division, un MVP dans l'équipe, enfin Un voilà, il y a plein MVP, de. Juan Soto, c'est pas Oui. mal. Un Rookie of the Year quand même, faut pas non plus McGill aussi, oui, le cacher, ouais. effectivement. Ouais. Par contre, en effet, moi, tout ce moins, il va surtout, c'est, à partir de mi-juin, c'est ce bilan de 54-49, les lacunes dans l'alignement offensif, les problèmes défensifs récurrents, des choix financiers, mais ça, voilà, qui sont un peu contestables. Donc voilà, moi, Ouais. je vais passer si tu veux bien. Toi, est-ce que tu as déjà au moins un conseil à leur donner? Ne pas mettre les œufs dans le même panier, quoi. Voilà, Ouais, si Van Soto, il faut qu'il récupère mais du joueur soit de qualité. Alors, de qualité, je dis pas, enfin, élite, oui, mais voilà, de quoi combler les trous au cas où, quoi. Voilà. Ça serait vraiment le conseil que je peux leur donner. C'est si Van Soto qui récupère de la qualité derrière. Et s'ils font ça, ils seront 100% compétitifs l'année prochaine, c'est sûr. ouais. Moi, je pense que c'est ça, hein, la première recommandation, c'est pas se concentrer, comme tu dis, c'est pas se concentrer uniquement sur Juan Soto. C'est un contrat qui va chercher sans doute entre les 630 et 700 millions de dollars sur 10 ans. C'est se mettre un peu financièrement dans le rouge. Surtout qu'il y a eu des pertes cette année. Il y a eu des pertes, enfin, il y a eu des pertes en tout cas sûres. C'est Anthony Rizzo qui ne sera pas repris. Verdugo ne risque pas d'être pris. Gleyber Torres est, à mon avis, il faut le re-signer et c'est, je pense, ce qui est pour l'instant en interne, c'est ce qui se passe. Repositionner peut-être en interne après derrière Jazz Chisholm,
le faire passer en arrêt court, essayer de voir le maillot pour le remettre. Voilà. Et surtout, c'est ce qu'on disait, c'est pourquoi pas, avec ces 600 ou 700 millions de dollars, c'est s'acheter, c'est se faire venir un première base, un troisième base, surtout renforcer cet outfield enfin, en défense qui n'est pas là, quoi. Parce qu'on va pas se mentir, Judge est très fort au bâton en attaque. Par contre, en défense, c'est pas une assurance qualité. Et Juan Soto non plus. On a pu le voir d'ailleurs pendant les World Series. Si on compare, on a pu comparer 2 joueurs à la même position, Mookie Betts et Juan Soto. Allez voir la différence. Une balle qui va tomber à 4 mètres de Mookie Betts, il va courir et il va laisser tout faire pour essayer de la rattraper et de faire l'arrêt de volée. Juan Soto va trottiner, attendre que la balle tombe à terre, la ramasser et après va faire le relais. Voilà, défensivement, je suis désolé, mais différents. Ouais, mais il y a un style, tu fais un retrait, l'autre, tu le fais pas. Voilà, c'est juste ça. Et au bout d'un moment, tu as beau avoir Gerrit Cole dans ton équipe, etc., c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, c'est ce retour de Gerrit Cole aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que son retour correspond avec la chute de performance des jeunes joueurs. J'entends Louis Riel, Volpi, qui sont partis, qui ont été sur la pente descendante après. Et c'est pas une mauvaise saison au final, hein, qu'on soit d'accord, mais ils étaient partis sur des standards élevés. Et l'arrivée de Gerrit Cole les a complètement... je ne sais pas si ça les a tétanisés, si ça a été du positif ou trop de positif ou du négatif, peu importe, mais il s'est passé quelque chose visiblement parce que son retour correspond à cette baisse de rendement. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est la stratégie financière, la revoir peut-être et pas tout mettre sur Soto. Et peut-être avoir un effectif. J'ai pris juste comme ça rapidement, je le fais, les free agents disponibles. Première base, Christian Walker. Je pense que c'est la meilleure affaire à faire en première base actuellement. Alex Bregman en troisième, c'est aussi une très bonne affaire. Certes, un gros contrat, mais bon, on peut avoir. En outfield, on peut avoir Teoscar Hernandez, Anthony Santander, Jurickson Profar, qui sont de super joueurs au bâton, et en défense, qui sont pas les meilleurs défenseurs, certes, mais qui peuvent apporter bien plus que Verdugo, Soto, je pense. En DH, à voir, est-ce qu'on garde Stanton ou pas, mais on a des bons DH qui sont qui peuvent être achetés. Un starting pitcher pour un peu relever cette rotation, parce qu'on va en reparler, on n'en a pas parlé dans les points négatifs, mais Stroman, il a disparu de la circulation en fin de saison. Rondon, Cortez, ça n'a pas été terrible. Donc pourquoi pas faire venir un mec comme Max Fried? Pourquoi pas? C'est des choses qui se posent. C'est surtout aussi, il va falloir se trouver un vrai closer, parce que Luke Weaver, on l'a remis, mais il va falloir peut-être investir aussi sur peut-être un vrai closer. Derrière, Kimbrel qui est libre. Non, mais pourquoi pas? Mais après, c'est aussi renforcer le farm system, parce que si on fait cette stratégie-là, on a aussi des monnaies d'échange, c'est-à-dire des joueurs comme Volpi, Chisholm, Stanton, Rodon, Stroman. Ça peut être des monnaies d'échange pour justement renforcer son farm system via des trades. Et on peut avoir de nouveau, voir l'avenir, je dirais, un peu plus sereinement, parce que Soto, à mon sens, ça va les bloquer. Oui, ça va faire plaisir aux fans, et les fans, je pense qu'il y a une pression énorme des fans pour qu'il y ait une resignature de Soto, mais clairement, je pense que c'est la mauvaise idée. Voilà, c'est tout ce que je pense, parce que ils ont besoin d'une défense, et là, ils l'ont pas. Donc, pour moi, ce serait ça mes recommandations. L'appréciation, je dirais que bonne saison, très bien, bonne équipe. Vous avez fait preuve d'une très bonne saison, un démarrage super, mais ne pas oublier qu'une saison se joue jusqu'au bout. Et je te propose de passer aux Baltimore Orioles. Ah, les petits merles de Baltimore, très sympathique oiseau. Alors j'avais appris que le jour c'est le loriot d'Europe, en fait, Orioles en anglais, et donc le cousin du merle. Voilà pour le point nature et ornithologique. Le point ornithologique. Allez, point positif des Baltimore Orioles, je les adore, ces jeunes de Baltimore. Attends, peut-être une petite... je vais juste faire une petite intro sur les Baltimore Orioles. Ah oui, pardon. Bon, alors la saison 2004, des attentes élevées,
mais une bonne progression. Un bilan de 91-71, les classes en deuxième de la division, dans une division qui est historiquement serrée et avec un bon, un bon niveau. Qualification pour les playoffs, très bien. Par contre, les wildcards, ça n'a pas été du tout ça. Ils se sont fait complètement manger par les Kansas City Royals, qui étaient ouais, Endormir même. ouais, puis il y a eu un Ragans aussi qui a fait un match super. Oui. Mais bon, voilà, une équipe bourrée de potentiel et qui a raté la marche post-season face aux Royals. Voilà. Maintenant, comme tu t'étais lancé, excuse-moi, je C'est te parti pour laisse les merles. repartir sur les points positifs. Ouais. Bah écoute, bon départ de saison, hein. Ben, comme on l'a dit, une division Est qui est généralement, alors cette année, on va en émettre un avis, hein, qui est un peu plus faible dans les divisions de la Ligue américaine. Et là, la bataille s'est jouée avec les Yankees, hein, 60% de victoires en moyenne de mars à juin. Juillet-août, en hibernation, ou voilà, quand même si c'est l'été. Et le réveil en septembre a permis quand même de pouvoir continuer l'aventure en septembre. Ça, ils sont réveillés. Ce que j'aime bien chez eux, c'est un effectif presque à 100% Orioles. L'effectif offensif des Orioles, donc à la batte, est quasiment composé de joueurs ayant évolué exclusivement au club. Signe que le Far System a trouvé la bonne formule. Rushman, Santander, Henderson, Holiday, Cowser, Mountcastle, Urias, Mullins, Westberg. Vous voyez tous les noms que j'ai cités, 100% Orioles. Disons que toutes ces saisons sans défaite, faut bien les rentabiliser à un moment. Et ouais. Eh bien écoute, voilà, mieux tard que jamais. Des distinctions gratifiantes. Alors, on sait que c'est honorifique, mais quand même, Baltimore a eu 4 All-Stars, et dont un Silver Slugger, Anthony Santander. Et la jeunesse s'exporte plutôt bien avec eux. Le bon et la brute des partants. Le bon, Grayson Rodriguez, produit 100% du Maryland, 23 matchs en partant. Un ERA à 3,86 pour 116 manches lancées et 130 strikeouts. Et la brute, pilier des partants. En même temps, il est payé pour. Corbin Burns, All-Star cette année, 32 matchs joués avec 2,92 en ERA, un whip proche du 1 avec 181 strikeouts. Il a été le rock des partants. 192 manches lancées aussi. Pardon, c'est ça. C'est l'une des plus grosses. Je sais plus si c'est pas le leader d'ailleurs. Bon, bref. Pour les points positifs, je rebondis dessus, mais tu as carrément raison. C'est cette jeunesse, une attaque explosive. C'est l'OPS d'équipe, c'est le 4e en MLB. Sachant que devant, on a les Dodgers, les Yankees et une autre équipe dont on va parler après, mais qui, elle, n'est pas très bonne ailleurs. Une ERA d'équipe, ils sont 14e, c'est moyen, mais ceci dit, ça passe plutôt pas mal. Je reviens pas, pour le reste, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait surtout aussi une profondeur offensive qui est plutôt pas mal. Et Corbin Burns, super. Il va falloir voir comment on va gérer ce cas parce qu'il est free agent. Enfin, en tout cas, il a été et son contrat arrive à terme. Il a eu une qualifying offer. On va voir ce que ça donne. Santander, pareil, il va falloir voir un petit peu comment on gère ça. Voilà. Non, rien à dire de plus sur les points positifs. D'accord. Écoute, je peux enchaîner sur le négatif. Allons-y. Comme on l'a dit, la Wildcard Series décevante. Un sweep à la maison en plus. Par le plus petit des écarts de score, un seul run d'écart. Seulement 11 hits en 2 matchs pour les Orioles. Les frappeurs en saison qui étaient excellents en régulière et complètement muets en wildcard. Là, pour ça, je ne sais pas. Sûrement la faute à Ragans, comme on l'a dit. Une défense quand même à travailler et à remobiliser. Le pourcentage de fielding bien faible à des postes importants. Henderson, arrêt court, 25 erreurs, 961. Urias à 968 et Westberg à 975. Voilà. Allez, j'adore ce receveur quand même, Rushman, mais il a eu des performances cette année, alors toujours autant excellentes, certes, mais quand même un peu moins que la saison dernière. Voilà. Ouais.
Ce qui correspond aussi à un effondrement qu'ils ont eu en deuxième partie de saison, parce que Mm. Rochman s'est un peu effondré en deuxième partie de saison. Rappelons quand même que cette équipe a été au départ, avait un bilan projeté qui était à 100 victoires. Ils ont même été pendant un moment premier leader de la division pendant un Oui. temps. Ce qui sauve aussi un petit peu, on en parlait avant, les Yankees, c'est cette baisse à des moments différents, mais cette grosse baisse de performance qu'il y a eu dans la saison, qui fait que les Yankees ils pu conserver ça. Mais finalement, il n'y a que 3 victoires d'écart derrière. C'est quand même une super saison pour les Orioles. Moi, je noterais aussi, c'est l'instabilité au pitching, parce qu'ils ont utilisé 13 partants. Il y a un manque de profondeur, il y a un manque de stabilité. Craig Kimbrel, on en a parlé, mais ça a été une déception parce au final, ils l'ont mis sur DFA, donc ils l'ont agent libre. Zach Eflin, ça n'a pas été ce qu'on espérait de lui. Donc voilà, donc ce starting pitching qui n'a pas été des meilleurs. Ah, pour Eflin, il va falloir attendre un petit peu, je pense, là, pour voir. Alors déjà, est-ce qu'ils vont le garder? Oui, ils vont le garder, mais ce qu'il va pouvoir faire comme évolution l'année prochaine? Et pour le closing, ben, on sent cruellement qu'il leur manque leur star, Félix Bautista. Donc c'est sûr que cette année, ils ont dû composer pour les sauvetages, quoi. Mm. Ils ont vraiment dû composer. Ouais. Un petit mot, moi je vais faire un petit mot avant ça, c'est sur le farm system, juste pour en parler. Ils sont classés 23e. Il reste des top prospects quand même, notamment en première et troisième base avec un Cobbin Mayo, un lanceur McDermott, un droitier, qui sont prometteurs. Mais derrière, après, fini avec ces saisons qui sont maintenant positives, finit un petit peu l'approvisionnement, on va dire, en jeunes joueurs talentueux. Ça va devenir un peu plus compliqué. Par contre, ce qu'il y a de bien, avant de passer à la note, ce qu'il y a de positif, c'est le rachat de l'équipe qui s'est passé en 2024 avec des investisseurs qui ont quand même mis pas mal d'argent et qui ont un potentiel financier assez intéressant, et ce qui va pouvoir un peu refaire maintenant, reprendre peut-être une gestion différente avec une stabilité, avec stabiliser un noyau dur, et peut-être, pourquoi pas, trouver une forme de comment de management type Raise ou quelque chose comme ça, qui va pouvoir faire après améliorer leur farm system avec les jeunes là qu'ils ont, du trade amélioré, etc., et des choses pas mal. Moi, je pense qu'ils ont des bases solides après des années de tanking et où ils ont accumulé des tours de draft. Pour moi, la stratégie, elle fonctionne encore, mais la possibilité de la perte de Corbin, Burns, d'Anthony Santander, ça risque de faire un peu de mal. Et donc, ce rachat, c'est une belle perspective. Il va falloir signer avec des longs contrats. C'est Gunnar Anderson, Jackson Holliday, Colton Cowser, Rutschman, et drafter derrière intelligemment pour pouvoir justement avoir après ce modèle un petit peu de gestion comme les Rays. Donc voilà, je suis presque entré dans les recommandations d'ailleurs, mais avant tout ça, on va passer peut-être à la note. Oui, la note de B, B tout court. B pourquoi? Parce qu'en fait, faut motiver les jeunes, encourageons-les. Ils ont fait quand même une très bonne saison, hein, même si on les projetait à 100 victoires. Mais on ne peut pas projeter tout le monde à 100 victoires, 91 victoires quand même cette année. Pour les Orioles, franchement, ils montrent de plus en plus les muscles, hein, de quoi ils sont capables. Et là, on voit vraiment que même dans le moins bien, ils arrivent quand même à s'en sortir en saison régulière pour aller jouer les playoffs en octobre. Voilà. Moi, j'aurais mis B+, parce que moi, je pense pas qu'on les attendait à ce niveau-là, surtout en début de saison. Ils sont toujours dans leur progression. C'est continu. Les bases, elles sont solides. Moi, ça me permet, c'est un avenir après que je trouve pas mal, solide. Pourquoi pas plus? Les attentes, elles sont élevées. Elles étaient élevées. C'était une équipe prometteuse, mais on n'y est pas arrivé. Ça a déçu en post-season.
Et puis tous ces problèmes de pitching qui sont à régler, voilà. Moi, je resterai sur B+. Je vois qu'avec l'âge, cher professeur principal, vous vous attendrissez. Voilà. Ouais. C'est quand même c'est une équipe attachante, moi, je trouve. C'est Et une dans les équipe attachante. Ça, c'est pour ça que je l'ai dit au début, c'est une équipe très attachante avec des jeunes joueurs très attachants. On a envie de les voir évoluer. Ouais, Voilà. c'est sûr. Et dans leurs conseils, moi, ce que je dirais, c'est de toute façon, on en a parlé, c'est facile, hein, ça va être de stabiliser la rotation, encadrer un peu plus les jeunes, et c'est là où il va falloir être intelligent. On en parlait tout à l'heure, mais comment on les encadre? Est-ce que ça on signe un gros contrat? Est-ce qu'on fait du trade, au risque d'en perdre? C'est compliqué. Moi, je serais d'avis de ne pas faire de trade pour l'instant. Renforcer le bullpen, comme tu l'as dit, Félix Bautista, il est un peu esselé là. Il va falloir un peu le renforcer. Trouver des bonnes signatures. Il y a quand même pas mal de sur la free agency, il va y avoir quand même pas mal de releveurs qui seront intéressants. Derrière, c'est ça, je reprends encore ma suite sur le rachat et cette possibilité. C'est vraiment, et je terminerai là-dessus rapidement, mais il faut trouver après, il va falloir vite switcher à ce mode où on a tanké, signer avec des contrats longs ces joueurs et cette base qu'on a parce qu'elle est bonne. Honnêtement, il manque à tous les postes, c'est bon, ils sont pourvus. Signer des contrats longs, derrière, ça va être drafter intelligemment, trader après pour pouvoir compléter avec, cette draft intelligente et ben, compléter son farm system et le renouveler et avoir une gestion un peu hybride, j'ai envie de dire, parce que les Rays, eux, une fois, ils tapent le fond, ils remontent et cetera. Et là, continuer et avoir cette possibilité, bah, en plus avec un appui financier, d'avoir une équipe qui se stabilise et qui puisse être, un candidat sérieux, en fait, à la post-season et pas comme cette année parce que ça fait pas très sérieux, en fait, de se faire éliminer comme ça par les Royals, je trouve. On passe à la suite? Je suis d'accord, effectivement. Oui, la suite. On part dans Boston, le Massachusetts. Massachusetts avec les Ouais. chaussettes rouges. Écoute, si on doit nommer ça, ce serait, une base solide et un farm system qui est prometteur. Saison 2024 pardon, des Red Sox, bah, elle s'est terminée avec un bilan équilibré au dernier match. C'était génial, hein, 81-81. 3e de la AL Est, pas de qualification pour les playoffs. Il y a des motifs d'espoir, mais il y a aussi de gros soucis défensifs. Inquiétude. On peut dire inquiétude. On y va pour les C'est points? pas catastrophique. C'est pas catastrophique. Non, je sais que Mais voilà. c'est ton élève préféré. C'est mon élève, oui. J'aime bien. J'aime bien cette ville. Ouais, première partie de saison bien gérée. Une première partie donc avec un bilan de 53-43 au-dessus de la moyenne de victoire. Le voyage a eu du bon pour Boston, qui est positif sur ce point. Ils ont gagné 43 matchs sur 38 en allant à l'extérieur. L'émergence des jeunes de Boston, l'homme le plus rapide de Boston, même je pense de la Ligue américaine Est. Jared Duran, saison pleine aussi, 160 matchs. Il fait maintenant partie des piliers du champ extérieur, une slash line donc à 28% et demi, une présence sur base à 34% et un slugging à 49%. 21 home runs et 34 bases volées. Il a su travailler sans relâche depuis l'an dernier pour faire monter sa WAR à l'équipe qui est au-dessus de 8 cette saison. Leader MLB des extra base hits avec 48 secondes bases et 14 troisième base. Pas de doute que l'an prochain, il ira frapper aux portes du club des 30-30. Cédan Raphaël a 24 ans et David Hamilton adore aussi voler des bases. On l'a vu avec ces jeunes-là. Wilmer Abreu également a fait une bonne impression, top 6 des Rookie of the Year, et il reçoit un Gold Glove pour son aspect défensif. On va partir pour les starting pitchers et Tanner Houck. Tanner Houck, pareil, pilier de la rotation des partants, certes avec une carte de win-lose en pourcentage en dessous des 500, mais il reste néanmoins le seul partant avec un ERA en dessous de 3. C'est discutable, hein. C'est discutable, je pense, sa fiche.
réalisant un shutout cette saison et leader, bon, hit by pitch, hein, attention messieurs les batteurs, hein, une bonne remontée de sa part après une année de 2023 décevante. Voilà pour lui. Et je voulais aussi parler d'un joueur japonais aussi, qui est dans l'ombre d'Otani, mais il a fait parler de lui quand même, Masataka Yoshida, et la patience japonaise. 31 ans, il a évolué au poste de DH cette saison, avec 108 matchs et 421 apparences au marbre, et ne s'est fait retirer par les lanceurs que 52 fois, soit un retrait toutes les 8 apparences. Environ tous les 2 matchs en gros, hein, si on peut faire une moyenne grosso modo. Il a été un peu moins dans le plan de jeu de Cora cette saison. Il avait surtout du monde en outfield et il fallait trouver un frappeur désigné patient. Il frappe fort, va sur les bases et un élément qui prend de l'importance quand même dans l'organisation. À voir l'année prochaine avec lui. Voilà ce que j'ai pu compiler sur le point positif de mes chaussettes rouges. Ouais, bah écoute, je rajouterais juste moi Raphaël Devers qui a quand même Oui, été à l'offense vraiment très bon, un pilier sur offensivement lequel, bon. sur lequel on s'appuie. Tyler O'Neill qui a été un bon apport et qui a été pas mal hein, en attaque et même en défense. Donc Oui. non, rien d'autre à ajouter. Et pour revenir sur Tanner Hook, pour moi c'était l'un des lanceurs, des meilleurs lanceurs, je pense qu'il y a eu cette saison. Le ratio victoire-défaite, en fait, je pense qu'il est biaisé parce que on va arriver dans les points négatifs, mais c'était pas la meilleure défense du monde. Hein. Donc il n'a pas été aidé. Je pense qu'il faut sans doute voir son FIP. Je ne l'ai pas là. Je chercherai pendant que tu fais les points négatifs. Oui. Les points négatifs, la free agency, 6 joueurs notables en agent libre et qui ont fait quand même tourner la boutique cette saison. Danny Johnson, qui est le receveur, seul joueur ayant joué un match MLB avec les 2 clubs aussi. Hein. Ça a été assez cocasse comme situation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y aura Tyler O'Neill aussi qui est sur les tablettes pour partir. Kenley Johnson, le closer. Luis Garcia, Chris Martin, Piv, donc Nick Pivetta et Lucas Sims. Ça va être compliqué. Surtout que voilà, on a un nouveau entraîneur du bullpen qui est un ancien des Orioles qui s'appelle Chris Holt. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau du coaching. Je veux parler aussi du point négatif, c'est le cas Trevor Story. Voilà, Trevor blessé. J'ai l'impression qu'il fait un peu le même, la malédiction Chris Sale, tu vois, Boston avec les blessés. Lui, j'ai l'impression qu'il prend le même chemin. Alors j'espère que la saison prochaine, on va pouvoir le voir à 100%. Voilà. Autre point négatif, la faiblesse défensive de Boston et surtout de Devers en 3e base. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a fait cette année? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Je sais pas. Je sais pas non plus. Ouais, vas-y. Non, mais en 3e base, c'est vraiment un problème parce qu'il a enregistré 12 erreurs en 130 matchs. Un fielding pourcentage qui est à 96. C'est vraiment pas terrible. Et pour revenir, je suis désolé, ça va peut-être être un peu. J'ai retrouvé le FIP de Tanner Hook. Alors le FIP, pour vous expliquer rapidement, en fait, c'est l'impact. Imaginez, c'est juste le lanceur face au frappeur. Ouais. On prend pas en considération l'apport de la défense. D'accord. Sachant qu'un FIP excellent, c'est un FIP qui est inférieur à 2,90. Pour vous dire pourquoi il a été bon cette année, son FIP est de 2,21. Très bien. Et oui, ça veut dire que ce qu'il a mis dans le caca pour son ratio victoire-défense, c'est cette la défense dont on est en train de parler. Je te laisse poursuivre. Effectivement, oui, voilà. Écoute, merci pour cet apport. J'ai relevé aussi quelque chose là. Rich Hill, pourquoi il est là aussi? Je sais pas, ils ont voulu peut-être le signer pour Papy Hill toujours là. Hein, il en a fait des clubs lui, il en a vu, hein, il en a fait des kilomètres à travers les USA. Ouais, mais même s'il a perdu en vélocité, mais il reste toujours là. Mais il reste là pourquoi il est là? Il n'a pas été si mauvais que ça. Tu peux pas dire que c'est plus mauvais. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, voilà. Bref, voilà. C'était pour le mettre un peu sur le devant. Voilà. Un coup de projecteur sur Papy Hill. Voilà, pour
pour les points négatifs de Boston. Ouais, moi je La rajouterais, free agency, c'était important. Ouais, voilà. je vais rappuyer un peu sur là où ça fait mal de la défense. Le nombre d'erreurs, 108, premier en MLB. L'arrêt court, Rafaela qui a dû suppléer la blessure de Trevor Story, 12 erreurs en 184 matchs, enfin en 134 matchs. Un fielding percentage à 97,5. Le fielding percentage des Red Sox est de 98,1. C'est la 29e équipe sur 30. Pour vous situer un peu la défense. Derrière, ça va être compliqué. Pour moi, on peut pas gagner avec ça. Donc après, pour le reste, tout ce que tu as dit, franchement, j'ai rien à rajouter. C'est exactement ça. C'est juste, je voulais enfoncer le point sur cette défense qui est complètement décevante. Tu mettrais quelle note? Un C, Un tout C? simplement. Ouais. Un C pour Boston, ouais. Bah ouais, il faut bien un peu les secouer un peu de temps en temps. Ça va être pas mal. Ouais. Moi, je me... Franchement, je pense que les projections, ils les mettaient en dessous au niveau du terme de victoire. Ouais, exactement. Et ils ont prouvé quand même qu'ils pouvaient faire quelque chose. Donc voilà. Après, je sais qu'il y avait alors, rien à voir, mais bon, il y avait les caméras de Netflix qui étaient avec eux, qui les suivaient tout au long de la saison. Donc, est-ce que ça a été un peu le fait de ne pas passer pour des peintres, tu vois, cette année, et de jouer quand même un petit peu, je ne sais pas. Bon, en tout cas, le management de Cora, bon, pour l'instant, il a l'air de fonctionner. Donc là, ils viennent de sortir leur staff entier pour l'année prochaine. Donc à voir ce qu'ils vont pouvoir produire. Moi, je pense qu'on peut les revoir sur les devants de la scène. Après 80-81 sur une saison, franchement, il y en a qui sont qualifiés avec un ratio négatif. Hein. Ouais. On va dépoussiérer les livres d'histoire, mais c'est déjà arrivé. Donc, c'est pour ça. Mais moi, je resterai aussi. J'hésitais entre C et C+, mais vu que c'est ton préféré, je vais rester sur C. Je suis C'est d'accord gentil. avec toi. Mm. Et est-ce que tu as un conseil à leur donner pour la saison à venir? Sécuriser l'infield, c'est sûr. Parce qu'on a des joueurs qu'on a vus l'an dernier. Vous voyez, Tristan Casas, bon, qui a dû être sur blessure. C'est vrai que la première base aussi est très importante. Mais ouais, il faut travailler cet aspect rigoureux de la défense dont on a besoin quand même en baseball, qui est important. Voilà, ça, c'est la chose à faire. Ouais, moi Surtout avec un Green Monster qui est quand même assez piégeux, même pour l'équipe qui est à domicile. Le fait que quand la balle tape le Green Monster qui vient sur le terrain, il faut avoir quand même l'aspect, il faut savoir où est-ce que ça revient. Voilà. Et à voir pour eux. Ouais, bah moi je te dirais que il va falloir surtout pour eux un conseil, c'est déjà s'appuyer sur leur farm system parce que leur farm system, c'est le numéro 3 dans la ligue avec une tripotée de joueurs qui sont dans le top 100 voire 50. Ils ont, si je ne dis pas de bêtises, 5 joueurs qui sont dans le top 50 C'est ça. avec Roman Anthony en outfield, en shortstop Marcelo Meyers, en seconde base Christian Campbell, en catcher Kyle Thiel. Ça laisse quand même de belles perspectives d'avenir et derrière il y a encore des joueurs qui sont dans le top 100, ils en ont encore 2. Il y a de la profondeur. Ça va être intéressant pour la suite parce qu'il y a une base quand même qui est solide. Hein. Après, il va falloir gérer, en fait, c'est ce poste de shortstop. Je pense qu'ils doivent recruter un shortstop à l'intersaison. Signer un shortstop, mettre Trevor Story sans doute en seconde base. Et voilà, maintenant, s'ils n'ont pas cette possibilité-là, c'est d'aller plutôt d'aller se tourner vers des lanceurs. Parce qu'en effet, de toute façon, il va falloir se tourner sur des lanceurs parce que ça ne va pas du tout. Pourquoi des lanceurs et quel type de lanceurs? Ce serait des lanceurs droitiers pour affronter des batteurs droitiers, parce qu'un batteur droitier va avoir tendance à taper sur la gauche. Donc le Green Monster et notre ami Rafael Devers et en face de lui, à côté, Rafaela. Et voilà, donc si on veut des lanceurs, il va falloir des lanceurs droitiers qui sont capables de lancer
Oui. De la slider, de la cutter, de la change-up extérieure qui va faire en fait que ces balles, elles vont ressortir moins fortes, moins vite, et du coup, ça va limiter ces frappeurs droitiers. Comme tu disais, le problème du Green Monster aussi, ça va aussi limiter tout ça parce que si on frappe moins fort, le slugging va descendre et du coup, ces rebonds sur le Green Monster, ils sont plus faciles à attraper. Donc tout ça, il faut savoir le jouer. Alors en effet, tout ne se joue pas au Fenway Park, mais ça peut être vraiment des choses intéressantes parce que ils n'ont pas non plus forcément beaucoup de choses. Des spécialistes, il faut chercher des joueurs comme Tyler Glasnow ou Chris Stratton. Maintenant, en interne. Et pourquoi pas Nathaniel Valdi? Il était sur les rumeurs. Ouais, mais il a pas. Droitier. Ouais, Connaît Boston. Mais enfin, voilà, je dis ça, je dis rien. Il a sa slider et sa cutter, je pense pas qu'il soit réputé pour ça. Juste ça. Ouais. Parce que derrière, on a Tyler Rook qui est très polyvalent, qui peut le faire. Cutter Crawford, il a une cutter qui est plutôt bonne, mais derrière, après, il n'y a plus personne. C'est des jeunes lanceurs. Il faut aller chercher Luis Guerrero, qui vient de monter, qui a une bonne fastball, mais qu'il va falloir faire travailler sur sa change-up. Donc voilà, tout ça. En tout cas, il y a des motifs d'espoir, il y a des gros trucs à faire, je pense. Il faut, à mon sens, le premier truc, c'est en effet aller chercher ce type de lanceur, quoi qu'il arrive, au moins un ou deux, ne serait-ce que pas forcément en starter. Je pense que ce serait plus utile dans le bullpen, sur la relève. Et derrière, il leur faut absolument un shortstop. Et puis, ce cas Soto, se mettre dessus, ouais, ça peut être hyper intéressant. Et visiblement, à l'heure où on parle, les discussions ne se sont bien passées. Pourquoi pas, à voir. Mais en plus de ça, il reste quand même, en plus des outfield, on l'a déjà dit, qui sont libres et qui sont dispo. En plus de ça, j'ai cru comprendre récemment que les Cubs, après avoir re-signé Bellinger, sont ouverts au trade. Let's go. Il y a de la profondeur dans notre farm system. Eh ben, allons-y. Exactement. Ça peut être une bonne solution. C'est ça. Bon, voilà. Donc pour moi, les efforts sont à continuer et on va passer à la prochaine équipe. Allons en Floride. En Floride, à Tampa. Tampa Bay, les Rays. Malheureux Tampa qui n'ont pas de stade l'année prochaine et qui sont fait carotte 15 millions de dollars par les Yankees pour pouvoir jouer dans leur stade de spring training. Ouais, mais on y reviendra ça. Mais finalement, est-ce qu'on se rapproche pas des coûts d'entretien du Tropicana Field qui étaient vieillissants? Je sais pas, je ne paye pas les coûts d'entretien, je pourrais pas te dire. Ouais, mais je pense que finalement ils doivent s'y retrouver. retrouver. Je pense qu'ils sont gagnants. Oui, s'ils l'ont accepté, c'est que pour eux, ça devrait le faire. En tout cas, c'était très sympathique de leur part. Vite fait, un petit bilan de leur saison. Ils ont fait 5 années consécutives en play-off. Et cette année, pas de play-off. Une proche du 50%. 80 victoires, 82 défaites. Première saison depuis 2007, perdante, dans le négatif. Voilà. Un petit moment de transition pour cette équipe. Je pense qu'on va y revenir dans le détail. Parce qu'il y a eu des choses en interne et aussi en extra-sportif qui ont impacté, je pense, l'équipe. Mais ceci dit, une gestion encore aux petits oignons parce que on n'est pas, je suis pas plus inquiet que ça pour eux, quoi. Voilà, pour l'avenir. Tu as des points forts, toi, que tu as remarqué chez eux? Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire sur les points forts avec eux? C'est que j'étais tellement habitué à les voir dans le haut du classement, tu vois, au niveau de la division Est, que voilà, cette année, c'était un peu, pas une surprise, mais bon, vu l'effectif qu'ils avaient, c'était probable qu'on les voit pas vraiment en octobre, mais quand même, mai, juin et juillet dans le positif, voilà, ça a été vraiment très très bien pour eux. Ils font un 48-48 sur la première partie de saison, donc 50% de victoire. On est pas mal par rapport à ça. Ce que je veux dire aussi d'autre au niveau des statistiques des joueurs, quand même, dans cette équipe des Tampa Bay Rays, qu'on a eu quand même au rendez-vous, le premier base Yandy Diaz, surtout Brandon Lowe, voilà, une des meilleurs joueurs de l'équipe. Pas mal aussi sur le côté
avec le shortstop José Caballero, qui a volé 44 bases, qui est le leader de la Ligue américaine. Bon, par contre, il s'est fait attraper par la patrouille, hein, leader MLB avec 16 caught stealing, de ce que je peux dire dans mon superbe anglais. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur d'autres joueurs qui m'ont tapé dans l'œil on l'avait dit tout à l'heure ensemble, Moi, j'ai trouvé Julien. Junior Ouais, Caminero voilà, c'est ça, intéressant, celui-là. Oui. qui vient de faire ses débuts. Une bonne puissance à la batte et en défense en troisième base. Vraiment très intéressant. Une trajectoire sans doute à Rosarena, j'ai envie de dire. On arrive en fin de saison, on montre une grosse puissance, de bonnes prestations défensives. Bon, ça c'est encore le joueur qui va faire 3 ans et qui va être tradé, mais contre un paquet. Mais ceci dit, il montre vraiment à regarder l'année prochaine, à suivre attentivement. Ouais. Moi, tu as d'autres points positifs ou je peux. Ouais, je peux faire un petit aparté sur les partants avec Zach Little, qui a fait quand même une bonne saison au lancer, et Ryan Pepio aussi. Après, voilà, on est toujours sur nos joueurs fétiches, hein, à la conclusion, Pete Fairbanks, qui a quand même été là, pareil, qui arrive sur 23 sauvetages. Voilà pour moi, pour mes points positifs, des Rays, hein, quand même, pas forcément beaucoup, mais je pense que tu vas en trouver plus que moi, Julien. Voilà ce que j'ai pu Ouais, relever de mon côté. pas forcément plus, mais ouais, l'émergence des jeunes au pitching, ça a été quand même, c'est pas mal. C'est ce que je te disais, tout à l'heure en démarrant, c'est que moi, ça me fait penser à cette saison, 2020, saison en carton pour certains, mais saison quand même, où ils avaient, enfin, ou même avant, enfin 2019-2020, où ils ont commencé à faire une start, enfin un pitching staff qui était solide avec des jeunes qui émergeaient et avant d'aller aux World Series. C'est à peu près la même, ça me refait penser à ça, où ils solidifient, correctement leur pitching avec des jeunes et ça c'est ça a du bon. Deuxième, c'est un point positif, mais c'est pas dans la saison, mais ceci dit, ils ont fait des trades, ils n'ont pas eu forcément avec toutes ces années, de playoffs, des gros tours de draft. Ceci dit, ils arrivent avec un farm system qui est exceptionnel, qui est classé encore 2e, avec du talent qui arrive encore derrière. Franchement, encore une fois, c'est pour ça que je dis je suis pas très inquiet pour eux. Je te propose qu'on passe au point négatif, Bah, les points assez négatifs, bon, rapide. c'est l'aspect extra-sportif, voilà, le fait de ne pas jouer dans leur stade l'année prochaine, on va voir malheureusement ce que ça va donner. Bon, ça, c'est pas le point négatif de la saison. Le point négatif de la saison, c'est ils ont perdu quand même quelques joueurs. On va parler du cas Wander Franco. Voilà, Wander Franco qui est embêté par la justice Ouais, pour américaine. rapidement, rapidement, excuse-moi, Vas-y. je te coupe. Oui. Moi, je Non, pense non. que c'est du négatif et du positif. Ça a été du négatif parce qu'en fait, tu perds un joueur qui est exceptionnel, certes, enfin qui était exceptionnel. Après, j'aime pas trop, faut enfin, m'étaler sur ce genre de choses. Mais en tout cas, ce qui a été bien géré, c'est de toute façon, ils ont suivi les recommandations de la MLB, ils se sont pas trop précipités et sur tout ça, ils ont réussi, à ne pas avoir, l'aspect financier, c'est-à-dire qu'ils continuent à le payer. Là, ils le payent plus Mm. depuis juin, je crois, et surtout, ça leur évite de payer, de passer parce qu'ils devaient passer un échelon, quelques jours après, en fait, en termes de salaire, qu'ils passaient presque à 8 millions, je crois, ou je ne sais plus combien par an. D'accord. Et du coup, ça a été une gestion finalement, je vais dire positive, sans faire trop de remous, même si c'est compliqué, ces sujets-là. Mais en tout cas, voilà, ça leur a évité d'une perte financière, on va dire, quand on sait qu'on a un budget serré, ça a été plutôt bien géré. Excuse-moi, vas-y, je te laisse reprendre. Ouais, alors attends, je vais continuer moi. Shane McClanahan, son absence aussi, moi je trouve elle a comment? Elle a pesé sur l'équipe. Ça a joué sans doute sur les performances irrégulières de l'équipe, hein. Il n'y a pas eu de constance à un moment donné pour pouvoir, poursuivre en fait, et avoir, je vais en dire, une fin de saison qui aurait pu être dans le positif. C'est juste cette irrégularité qui a joué et puis l'attaque,
voilà, ils ont quand même une attaque qui a été avant-dernière de la ligue avec seulement 604 runs inscrits, c'est pas beaucoup. Ouais. C'est pas beaucoup. Ouais. Et une moyenne au bâton, même si la moyenne au bâton, c'est pas forcément significatif, mais à 2,12. Ouais. C'est pas terrible. C'est Mais la tu vois, pire ils des, sont. mais c'est Ouais. la pire enregistrée de toutes des Major League depuis 1969. C'est pas terrible. Tu vois, on voit les Orioles à 91 victoires, mais tu vois, ils sont à 80, même Boston à 81. Il suffit que sur le mois, par exemple, je dis des bêtises, mais le mois d'avril et le mois de août et septembre, ils gagnent 4 matchs de plus et on arrive à une qualif, quoi. Tu vois, Ah, c'est mais ça ils étaient encore dans le coup, hein, mais dans le Boston coup. aussi était encore dans le coup. Il était encore dans le coup. On en parlait, Ouais, mais à une semaine de la fin, c'était encore jouable. c'était serré, c'était Alors serré. certes, ça Mm. ne leur destin n'était pas entre leurs mains, mais je veux dire, s'ils gagnaient tous leurs matchs et de l'autre côté, ça perdait. Et surtout que c'était possible parce qu'on était en train de voir les Royals et les Twins complètement s'effondrer. Donc il y avait possiblement cette place à prendre, hein. Ouais. Bon, Mm. voilà. Tu as des conseils pour l'an prochain pour eux? On a parlé de Randy Arozarena? Non, mais après, est-ce qu'il faut en parler? Moi, je pense qu'ils l'ont tradé au bon moment, correctement. Parce que quand Oui. tu vois la moyenne au bâton, elle n'était pas forcément, exceptionnelle. Ils ont fait l'affaire, ils l'ont tradé encore, ils l'ont tradé pour des prospects encore, ils sont allés taper, des trucs bien. Franchement, non, je dirais que c'est même un point positif, c'est le Un point trade. positif. Mm. Ouais, tu vois? Après là, ça va être le cas, Yanner Diaz, en effet, il va falloir se poser des questions. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le garde pas? J'en sais rien. Bon, Tu tu as veux des une petite conseils? note? Ou les Non, les conseils ou la note? Les Ouais, conseils? allons tout de suite à la note, ouais. Allons à la Ouais, note. oh, j'aime bien le C- aujourd'hui, moi. Ouais, C- avec eux, quand même, parce que ils font. Non? Moins? Ouais, moi, D? je serais parti sur un C. Un Peut-être C pas un tout C-, court? ouais. Ouais, un C tout court. Parce qu'avec l'effectif qu'ils avaient, avec le trade qu'ils ont fait, C'est pas évident, je je pense te que l'accorde. C, Mm. c'était bien, tu vois? Parce qu'ils ont su, Ouais. en fait, ce trade, tu regardes après derrière, c'est ce qu'on disait, ils ont fait une fin de saison qui était plutôt correcte et au final, quand tu vois tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui restait de leur effectif, tu te dis jamais, honnêtement, jamais je pensais qu'ils allaient finir dernier Ah oui. au mois de mai, juin, je me suis dit: «Ouais, ils vont finir dernier». Bon, Mhm. heureusement, il y avait, d'autres, Deux bref, équipes. ouais, d'autres oiseaux, qui étaient, pas très bien. On va en parler. Ils arrivent, Ouais, les oiseaux, là, justement. ils arrivent, ouais, faut qu'on fasse vite en plus. Mais voilà, pour moi, c'est logique. Oui, C. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Aller rapidement, tu leur donnerais quoi comme conseil? Bah, garder leur fougue de la jeunesse et des prospects là pour justement pour eux l'année prochaine, pour pouvoir travailler avec eux et pour pouvoir les mettre le plus rapidement possible en MLB ready et donc du coup derrière bah, avoir soit de la monnaie d'échange ou alors les faire évoluer et d'avoir de très bons joueurs. Ouais, moi je pense que ça, je suis d'accord avec toi. De toute façon, il faut qu'ils jouent là-dessus. Deuxième truc, c'est renforcer leur régularité, leur discipline Oui. au marbre parce que ça va pas du tout. Enfin, je te l'ai dit tout à l'heure, une average qui a 2,12, c'est la plus basse depuis 1969. S'il faut Mm. vraiment de la régularité là-dessus et une bonne discipline à la plaque, vraiment, il faut que ce soit mieux que ça, quoi. Il faut avoir Ouais. l'œil, il va falloir travailler ça, quoi. Parce que là, ça va pas du tout. On sait qu'ils vont pas aller chercher. Alors, ils se sont mis bon, bref, ils se sont mis sur le dossier Soto. Est-ce une blague? Je sais pas. En tout cas, c'est sorti. Je ne pense pas que ça va faire l'affaire parce que c'est pas le genre de la maison. Maintenant, je pense aussi qu'il va falloir un conseil, c'est surtout ce qu'il va falloir s'adapter parce que jouer en Floride en été, en extérieur, c'est une autre histoire que jouer en Floride sous un dôme climatisé. Climatisé. Parce que C'est ça. entre le soleil et les orages, ça va être compliqué. Mm. Donc ça, je pense que ça va être compliqué. Donc il y a eu l'ouragan si vous ne le savez pas, qui a détruit le toit du Tropicana Field, qui est pour moi le stade le plus moche de toute la MLB, mais ça c'est autre chose. Mal pour un bien, malheureusement. Ouais, le problème c'est qu'ils vont reconstruire. Il y avait ce projet de nouveau stade. Ben bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Ça pourra faire le sujet d'un autre podcast ou même d'un article, mais c'est compliqué. Il va falloir s'habituer à ça et gérer ça. Mm. Voilà. Moi, Tout à le fait. conseil que je dirais, c'est ça, c'est comme tu as dit, c'est on s'appuie sur notre farm system qui est très bon, on l'exploite,
Il y a de très bons joueurs à venir, des talents. Il y a Simpson, Williams, Isaac, qui sont très bons, qui vont arriver. Allez, on donne ça. Caminero, il a montré des choses hyper intéressantes. Voilà, et maintenant, on travaille pendant toute cette off-season. Ça va être notre discipline au bâton, notre discipline au marbre. Et voilà, et ça devrait bien se passer parce que le pitching est très prometteur, très, très prometteur. L'année prochaine, ça devrait finir dans le positif. Je pense pas qu'il y aura une post-season obligatoirement parce que je pense que ça va être compliqué. Mais ceci dit, il y a moyen de retourner dans le positif et de redonner un peu de Ouais. gloire d'antan à cette AL East. On passe au bon dernier, le fond de la classe, près du radiateur, celui qui mange ses crottes de nez. Qui les colle sur la table. Non, lui, il les mange. Je suis persuadé, là, celui-là. Un autre type d'oiseau. Voilà, un autre type d'oiseau, très bel oiseau d'ailleurs, le G bleu. Le G. Ouais, très bel oiseau. Mais bon, bref, voilà. J'ai nommé les Blue Jays de Toronto. Les Blue Jays de Toronto, c'est un bilan à 74,88. C'est le pire depuis des années. Bref, je sais pas quoi dire. Ça a été une saison à oublier. Des choix qui n'ont pas été bons. On va y revenir, mais rapidement, c'est une saison qui est pour moi à oublier, catastrophique, qui a été mal gérée depuis le début de toute façon. Bien avant la saison, on savait que ça avait mal commencé. Ah oui, rien que ça déjà. Mais si tu veux, le record est planté. Ouais, toi, on va faire vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais toi, est-ce que tu as au moins un point négatif que tu vois? Un point positif, pardon. Tu veux dire. Moi, je vois du négatif chez les Jays. Le point positif, le mois d'août, 58% de victoire. Voilà. Le reste, si, ouais, on a Vladimir Guerrero Jr. quand même qui a fait la jaquette de The Show. Hein, ça, on peut dire que c'est du positif quand même pour les Blue Jays. Ils ont refait le stade aussi. Ça, c'est positif. Hein, des nouveaux sièges, un nouveau background, je crois, d'après ce que j'ai vu. Pour le coup, il est beau. Hein. Le Rogers Center, pour le coup, moi, j'aime. Bon, après, en soi, il est très, très idéalement bien placé. À Toronto, toit ouvert, pour moi, c'est un des plus beaux. Ça, il n'y a pas de doute. Niveau défensif, on a quand même Dalton Varsho qui a reçu un Gold Glove. Voilà, le centre au champ. Le champ-centre, pardon, excusez-moi. Silver Slugger, Vladi Guerrero Jr. quand même qui est toujours là et qui a tenu l'équipe avec Varsho en termes de WAR. Hein. Guerrero Jr. à 6.2 en WAR et Varsho à 5.1. Pour la suite, c'est compliqué. Hein. Moi, en point positif, moi j'ai noté c'est Boden Francis qui avait été relégué en Triple-A en début de saison, qui est revenu après et qui a affiché une ERA à 1,80 sur 65 matchs. Donc c'est pas mal parce que c'est une équipe qui n'est pas connue pour son pitching fantastique. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant. Voilà pour moi je pense que les points positifs on va pas chercher non plus. Il nous manque du temps, ça sert à rien d'aller creuser. Ouais, c'est ça. On va trouver du pétrole au bout d'un moment. Donc non, passons tout de suite aux points négatifs si tu veux bien. Les points négatifs, il y en a plein. Hein. On va commencer déjà ce bilan 74-88 pour des Blue Jays qui nous avaient promis The Movie en 2023. On l'attendait en 2024. Voilà, pour l'instant, le teaser, c'est un peu à l'image de GTA 6. Hein. On attend. Donc, j'espère qu'en 2025, il va sortir pour les deux. Ils n'ont pas été bons chez eux. Ils n'ont pas été bons à l'extérieur. Ils n'ont pas été bons en avril, en mai, en juin, en juillet. Et alors, surtout, je pense qu'ils sont partis en vacances même au mois de septembre. Donc, pareil, comme les autres équipes au fond de la classe, je pense qu'ils ont pris un ticket de bus ou un billet d'avion dès le 31 août pour se dire, bon, allez, ciao, on y va. Voilà, que des bilans en dessous de la moyenne. Ça, pour moi, ça a été vraiment pour une équipe comme Toronto, franchement, on avait été habitué à mieux. Là, c'était compliqué. Les nombres de matchs où ils ont perdu à un jeu, ils ont perdu 30 matchs contre 19 gagnés. Donc voilà, ça déjà, le ratio là sur cette statistique-là est quand même intéressante à voir pour eux. Sur les joueurs maintenant, les joueurs,
Tu vois, je vais te dire, par exemple, je vais prendre un Non, mais je exemple pense flagrant. qu'il y a Bobichette. Bah, Bobichette, ouais, mais voilà. Bobichette, après, il a été blessé. Mais ceci dit, oui, il fait pas une bonne intersaison. Il fait Après, pas une bonne voilà. moi, je Tu ferais vois, un voilà. package complet. Je prends le pitching staff, je mets tout dans un sac et je te dis ça, c'est de la merde. Hop, ça dégage. Allez, je sors peut-être uniquement, j'en ai parlé tout à l'heure, Boden. Je le sors. Boden Francis, je me le garde un petit peu. Mais tout le reste, le bullpen, il est en Tu ruine. gardes pas quand même Berrios et Gossman, quand même, quand Ouais, même, quand mais même. le bullpen, il est en ruine, il est complètement, il sait ni fait ni à faire. Enfin, Mmh. moi, je vais y aller direct hein, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Vas-y. Je prends le lead. Déjà, dès l'intersaison, ça s'est mal passé. Il y a eu cette histoire avec Otani où on a cherché à le signer. Alors oui, ils ont proposé un contrat pas mal, mais ils n'ont même pas su l'attirer et ils se sont focalisés que là-dessus. On arrive quoi? Début de saison, il faut un DH. Qu'est-ce qu'on va prendre? Vogelbach. J'espérais que tu me prennes. Mais voilà, le mec, il a rien fait. Il a rien fait. Il a rien fait au spring T'as pris le training. lead, je te le laisse le lead avec Il Dany. a rien fait au spring training. Il a rien fait en début de saison. Il leur faut attendre le mois de juin pour le mettre sur DFA. Le mec frappait pas, il courait pas, il faisait rien. Il faisait rien. Il faisait que bouffer. Au bout d'un moment, même moi, mais je veux son contrat pour jouer en MLB. Je ferai pareil. C'est exactement la même chose. Enfin, je suis désolé, mais pour moi, Daniel Vogelbach, grosse erreur. Grosse erreur. On se rappelle là-dessus. Déjà qu'on avait un effectif qui avait été affaibli. Des Matt Chapman, Brandon Belt, Jordan Hicks, tout ça, c'était parti. Voilà. Après, on arrive, trade deadline. On se dit, ah, Bobichette, Vladimir Guerrero, ça va pas, faut les échanger, on va faire un truc, vous inquiétez pas. Non, finalement, on les garde, etc. Bobichette, il se blesse. Hop, ok. On arrive à quoi? Un bullpen qui est à chier. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Bobichette, on arrive là cette fin de saison. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bobichette est intransférable. En gros, c'est message, c'est si vous avez un traducteur, c'est exactement les mêmes discours qu'on a au soccer en Europe. Ça veut dire, on va le transférer, mais contre gros. Mais maintenant, qui va le vouloir, Bobichette? Alors oui, je pense qu'il y a des équipes qui seraient très intéressées. Je pense notamment aux Yankees qui pourraient être intéressés. Pourquoi pas les Red Sox dans la même division. Mais il y a aussi encore d'autres équipes. San Francisco m'a l'air aussi intéressé. Il y a des choses qui sont à faire. En effet, Bobichette, je vais tout faire d'un coup parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais ça, et Bobichette, il va falloir que soit ils reviennent, soit on le trade. Et une monnaie d'échange qui peut être intéressant parce qu'on a un farm system qui est classé 27e sur 30 équipes. Et quand on a une équipe qui est dans le dur comme ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il va falloir faire revenir soit des joueurs qui montent et qui sont bons, soit trader, soit signer des gros contrats. Aujourd'hui, ça parle beaucoup. Juan Soto, on veut signer Juan Soto. Juan Soto, si c'est la même histoire qu'Otani, ça va être compliqué. Il a une préférence pour l'Est, on le sait. Il y a des chances. Il y a des chances. Ils ont le chéquier pour. Par contre, ils sont déjà en retard sur le dossier. Et ça parle beaucoup, comme d'habitude, mais on ne sait pas où ça va. On ne connaît pas la stratégie du club. Comment il s'appelle, qui est venu signer en assistant des Ah oui, Baseball Inspiration. Nico, il avait fait Ouais, un article sur lui. Ouais. j'ai perdu son nom. En tout cas, super positif, mais il arrive dans un bourbier pas possible. C'est que Le la directeur des opérations, ouais, c'est ça. ouais, en assistant. En assistant, La ouais, pardon. communication, ça va pas du tout. Le management, ça va pas du tout. Il faut renforcer le shortstop, le troisième base, l'outfield. Derrière ça aussi, on a perdu Kiner Kalefa pendant la trade deadline. Ned Pearson aussi. Kikuchi, ils ont perdu. Ouais. Kiermaier. Alors, Kiermaier n'apportait pas au bâton, c'est clair. Mais par contre, c'est l'un des meilleurs défenseurs en outfield qui existe. Bon, il a pris sa retraite, maintenant, tout va bien. Derrière, il y a plein de choses. Moi, j'en ai marre de ces Blue Jays qui nous disent ouais, mais on va faire ça, on a des super installations, regarde, on a la pointe de la technologie, nanana. Au final, il n'y a personne qui veut venir parce que l'équipe, elle n'est pas compétitive. Au final, on parle beaucoup, là, on parle de Soto. Bon, on va le faire venir, vous allez voir. Ils sont en retard dans le dossier parce qu'il y a déjà au moins 5 équipes. Ils vont se faire passer devant là bientôt, ils vont se faire passer devant par les Rays. Donc non, ça va pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Je ne sais même pas par où commencer pour leur donner des conseils. Si travailler au lieu de vous concentrer sur Soto et de jacter et de dire, pardon, de jaser, comme vous dites, comme disent nos cousins québécois. Mais non, mais au lieu de ça, faites quelque chose. Allez recruter intelligemment.
Il y a pas mal de choses. Vous avez de la chance, c'est que vous avez un bon joueur sur lequel vous appuyez. Vous pouvez trader Bobby Bichette pour récupérer des choses intéressantes et vous avez de l'argent. Donc faites-vous plaisir. Allez pas vous ruiner à essayer de dire Soto pour faire venir une grande star. C'est un peu le même cas que les Yankees. Au lieu de vous focaliser sur Soto, mais allez prendre des autres joueurs qu'il y a, vous avez de l'argent. Faites, vous avez des besoins, il y a des joueurs qui sont dispo. Allez-y, quoi. Allez-y. C'est juste ça. Moi, je sais pas quelle note tu leur remettrais, mais Moi, je vais mettre le note de E quand même, parce que ils ont quand même gagné des matchs. Tu veux te les mettre à quel piédestal? non, moi je leur ai mis des moins, moi. Je leur ai mis des Ah, moins. des moins. Ah ouais, Ouais. bon, ok. Je leur ai mis des moins parce que mais c'était couru d'avance. Enfin, pas couru d'avance, mais je veux dire, la gestion, c'est pas forcément la faute des joueurs. Je peux pas remettre tout sur la faute des joueurs. Ah Mais non, c'est le staff derrière. c'est ouais, le staff, le management, c'est plus le front office Mmh. que je Ils l'ont sanctionnerais. tapé. Tu vois? Que les joueurs, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, les pauvres. On leur a donné, tu leur donnes, 2 bouts de bâton et enfin voilà et Et 3 ça balles de tape la tennis balle. et 3 balles de tennis et tu leur dis: «Allez jouer». Enfin voilà, non, au bout d'un moment, tu peux pas. Tu as vu le bullpen, comment il a été construit, c'est ni fait ni à faire. Heu, L'équipe, elle a été construite pareil, c'était n'importe quoi. Il y avait pas de profondeur, il y avait rien, les joueurs, pas au bon poste. On s'est focalisé sur un truc, sur Ohtani. Oui, ça aurait été super Ohtani, ça aurait pas réglé les problèmes non plus. Derrière ça, on fait venir quoi? Daniel Vogelbach, franchement, non, 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 c'est ni fait ni à faire. Et on ne sait pas la stratégie qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils font. Voilà. Mais faites un truc intéressant. Allez, et pourquoi pas aller chercher un mec comme on en parlait une fois dans un podcast avec Charles. Mais Trout, ce serait pas une connerie, aller trader pour Trout, pourquoi pas? Même si c'est un mec blessé, au moins vous ne ferez pas les conneries des Angels à le remettre en outfield, à moins que vous soyez aussi bête que les Angels et que vous allez mettre en outfield, mais vous avez besoin d'une troisième base. Moi, je reste persuadé que Mike Trout, si on le repositionne en troisième base, ce sera le meilleur troisième base qu'on ait jamais vu. Je suis d'accord. Donc faites un truc comme ça, faites un truc intelligent, faites un truc qui marque si vous voulez un gros nom. Mais arrêtez de faire des conneries. Voilà, allez, des moins. Des moins. Allez, feu. Voilà. Allez, cette année, on conclut rapidement sur la division. On a dit que c'était l'une des divisions, enfin une des années qui est un peu sang de la L East. Historiquement, elle est connue pour être compétitive et très féroce. Hein. Une division qui voit souvent des équipes atteindre les 100 victoires. Cette année, c'est pas le cas. Bon, on a quand même le leader historique qui est arrivé. On aurait voulu un peu plus sans doute de compétitivité avec les Red Sox notamment. On a eu l'émergence des Orioles avec un avenir qui semble plutôt pas mal. Derrière, c'est les Rays qui ont un peu lâché la saison, mais qui sont quand même revenus. Et derrière ça, on a les Blue Jays qui, eux, ont complètement, qui ont lâché la saison aussi, mais qui sont jamais revenus. Moi, je mettrais allez, je mettrais un C. Parce qu'il n'y a pas eu autant de bagarres que d'habitude. Il y a les Blue Jays, les Blue Jays, les Rays, peut-être moins les Red Sox, mais qui étaient un peu en retard par rapport au reste. Une division, les matchs intra-division, pour faire simple, on a à 64% les Orioles, derrière les Yankees et les Red Sox qui sont à 50%. Et en dessous, on descend en dessous. On est vraiment bas avec les Rays et les Blue Jays. Pas vraiment une compétition. On pouvait s'attendre à quelque chose de plus équilibré. Voilà, pourquoi pas pire. Je pense qu'on a quand même des joueurs d'élite dans cette division. Judge, Soto, Gerrit Cole, Gunnar Anderson, Vladimir Guerrero. Voilà, des joueurs qui sont des têtes d'affiche dans cette ligue. Donc voilà, je pense que la note de C, c'est mérité. Moi, je suis déçu de cette division. Ah, je suis très déçu aussi. Exaltante d'année en année, très intéressante à suivre. Là, cette année, déçu. Si j'avais un top 3 à faire de ces trois, donc Est, Centre et Ouest, personnellement, je mettrais donc en top 1, pour moi, peut-être que tu vas me contredire, hein, mais la division centrale. Ouais, je En suis deuxième d'accord. position, la Ouest, et en troisième, la Est. Voilà.
Moi, je pense que ça joue entre l'Ouest et l'Est. Franchement, l'Ouest, je ne l'ai pas trouvé terrible, mais il y a des espoirs. Enfin, j'ai envie de dire, il y a des choses intéressantes à voir. Parce que, comme on l'a dit, les A's et les Mariners, il y a des choses intéressantes. Il ne faut pas enterrer les Rangers non plus. Donc, ouais, mais je suis déçu parce qu'en effet, j'aurais voulu voir les Rangers plus compétitifs, les Mariners aussi plus compétitifs. Ça n'a pas été le cas, mais ceci dit, on ne va pas dire que c'est une saison catastrophique. Là, on a quand même. Alors, une équipe qui a vraiment faussé le jeu, c'est les Blue Jays, tu vois, plus que. Parce que les Rays aussi n'ont peut-être pas été au niveau, mais voilà, c'est un peu compliqué. Moi, je trouve que ça a fait le jeu aussi d'une équipe. Ça a fait le jeu des Yankees parce que les Yankees sont arrivés premiers. Ça a aussi fait le jeu des Orioles parce qu'on les a projetés à 100 victoires. Ils ont eu un très bon début de saison, etc. Mais c'est aussi la faiblesse de tout ça parce que quand ils sont allés affronter les Blue Jays et les Rays en début de saison, bah, c'était des victoires qui se sont accumulées. Et tout ça, bah, ça fait que je pense que les Yankees, je ne vais pas dire que c'est encore une mauvaise équipe et qu'ils ne méritent pas d'y aller. Mais ceci dit, je pense qu'ils ont eu plein de facteurs qui n'étaient pas de leur ressort, qui ont fait que cette saison s'est plutôt bien passée. En tout cas, les planètes étaient alignées pour eux, parce qu'ils n'ont pas proposé un jeu excellent, ils n'ont pas été dominants, ils ont une deuxième partie de saison qui est quelconque, je mets ça entre guillemets, mais qui ressemble, qui est du niveau de milieu de tableau. Voilà, et tout ça a fait que après derrière, ils sont arrivés en post-season avec le statut de Yankees, de favoris, de grosse équipe que tout le monde voit vainqueur. Les autres équipes, les Royals, ont essayé de faire quelque chose, ils n'y sont pas arrivés. Parce que je pense qu'il manquait clairement d'expérience, etc. Et les Cleveland Guardians, eux, ils croyaient même pas en leur chance. Donc voilà, en gros, ils pouvaient pas faire. Et ce qui a fait qu'il y a aussi un manque d'adversité. Il y a eu un manque d'adversité face aux Yankees. Et je pense que ça voilà, ça a été une saison un peu, je dirais, tronquée et qui reflète pas vraiment un super La niveau. réalité, ouais, c'est ça, tout à fait. Et bien voilà. On a fait un peu long. On a fait un peu long. On a fini. Ce que je te propose, c'est qu'on se fasse une petite pause pour la semaine prochaine sur les conseils de classe et qu'on fasse un épisode sur les awards. Parce que là, on a eu tous les awards qui sont arrivés. Et du coup, faire une émission peut-être un peu plus courte où on vous représente un petit peu, on fait un bilan de tous ces awards et on discute un peu de tout ça. Et après, on rattaque avec la National League derrière. Ouais, ça me va. Surtout que n'oubliez pas de suivre les articles qui ont suivi les awards. Vous les retrouvez sur le site The Free Agent, sur l'application. Et voilà. Vous nous retrouvez aussi sur Twitter, enfin X, sur Insta, Facebook, du coup les réseaux sociaux. Le Discord communautaire, n'hésitez pas à le rejoindre pour venir discuter avec nous, échanger, nous donner vos avis aussi parce que ça nous intéresse, on a besoin de retour pour que ce soit une meilleure émission encore. Voilà, donc nous là on va ranger la batte, les gants, surtout la batte parce qu'on a bien tapé sur les oiseaux. On aurait dû appeler Randy Johnson. C'est ce que j'allais dire. Mais lui, il fait ça avec une balle. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu un truc, il disait j'ai pas besoin de pistolet pour dormir, je garde juste une boîte de balles à côté de mon lit. Et j'adore son logo de son entreprise de photos. C'est voilà, donc il vole dedans. Donc ouais, allez, toi va mettre ton coude dans la glace. Et on se retrouve la semaine prochaine du coup. Ça marche. Bon week-end à vous en tout cas. Ouais, bon week-end, bonne journée, bonne soirée, peu importe quand vous nous écouterez. Et on vous dit à la semaine prochaine. Allez. Ciao, bon week-end. Ciao.